Et je vais passer la parole à notre dernier orateur qui nous aura suivi toute la journée pour pouvoir nous dire ce qu'il a à nous dire, donc qui est notre ami Alain Giffard. Alors Alain Giffard a une carrière extrêmement riche et extrêmement prestigieuse au profit des bibliothèques, de l'écrit et de la culture, tellement riche que je ne retrouve pas ce qu'il a voulu m'écrire. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, Alain, qui est administrateur civil, a été le directeur informatique de la Bibliothèque de France, pas de la Bibliothèque nationale de France, mais de la Bibliothèque de France, qui était l'établissement précurseur destiné à préparer la Bibliothèque nationale de France. Et évidemment, compte tenu du type de bibliothèque dont il s'agit, dont Aline Girard nous a parlé ce matin, j'ai envie de dire que le poste de directeur informatique était particulièrement stratégique et sportif. Et désiré. Et désiré. Alors, Alain était ensuite directeur adjoint de l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, et on retrouve à travers ces deux activités les deux activités qu'il mènera en permanence, c'est-à-dire entre les nouvelles technologies et la lecture. Puis conseiller de la ministre de la Culture et de la Communication, Catherine Trautmann. Alain était président de la mission interministérielle pour l'accès public à l'Internet et il est directeur du GIS Culture, Médias et Numérique. En tant que conseiller scientifique de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, il a fait des recherches en ce moment sur la mutation de la lecture et de la culture numérique. Et il va nous parler de la laïcité et de la bibliothèque publique, en prenant en compte évidemment le public et son information, les collections et la lecture, pour se poser la question de savoir comment ces éléments cruciaux du fonctionnement de bibliothèque sont impactés, comme on dit aujourd'hui, par les deux premiers articles de la loi de 1905. Alain, c'est la parole. Merci Jean-Pierre, merci au comité laïcité et public de m'avoir invité à contribuer à cette journée. J'ai proposé d'articuler cette contribution autour de trois thèmes, donc le public et son information, les collections, la lecture, en considérant qu'il y avait là trois situations dans lesquelles se pose avec acuité la question de la laïcité dans les bibliothèques, mais aussi que d'une certaine façon, c'était la même question de la laïcité qui se posait dans les trois cas. On peut en effet représenter l'institution du texte dans une société donnée comme une sorte de triangle, comportant d'abord ce que Michel Foucault a appelé l'ordre des textes, ou en particulier l'ordre des livres. Deuxièmement, l'ordre des lectures, je finirai avec les lectures. Et puis enfin, l'ordre des publics, qui est aussi celui des pouvoirs, la dimension humaine et sociale. Par exemple, la réforme grégorienne instaure un certain ordre des textes qui est manifesté par le code de Gratien, un certain ordre des lectures qui est explicité par le Didascalicon du de Saint-Victor, et un ordre humain, la hiérarchie, les exclusions, qui sont des femmes, exclusion de la culture laïque, de la culture en français, qui est celui de la réforme elle-même, qui est d'ailleurs traduit dans les traités d'ecclésiologie, notamment du de Saint-Victor. Longtemps, le laïc, c'est l'illettré. Laicus illiteratus. Et, à contrario, le lettré, c'est le clerc. Clericus literatus. Laicus illiteratus, c'est un homme sans lettres, c'est un homme sans savoir lire, c'est un homme sans connaissance du latin, et sans connaissance de cette culture latine marquée par la religion. Cette situation s'est modifiée, heureusement, comme on sait, progressivement par la suite, avec la Renaissance, la Révolution, l'école républicaine. Nous assistons aujourd'hui à un phénomène inverse, qu'on pourrait appeler le phénomène du clericus illiteratus, le clérical illettré, qui est un phénomène qui émane de la religiosité d'accès direct, sans véritable formation, ni intellectuelle, ni religieuse. Ce phénomène de religiosité superficielle croise évidemment les difficultés du savoir-lire, qu'on les évalue, ces difficultés, qualitativement avec les enquêtes PISA, ou les enquêtes de la Journée défense, ou quantitativement avec les pratiques culturelles, dans la grande enquête sur les pratiques culturelles du ministère de la Culture. Au passage, il y a une certaine logique. Les gens qui ne savent pas lire lisent pas beaucoup, et les gens qui ne lisent pas beaucoup ne lisent pas très bien. Les deux enquêtes
lutte qualitative et quantitative se renforcent donc. Le djihadisme contemporain a offert un exemple raide, si j'ose dire, de cette religiosité d'accès direct. Mohamed Atia, dans son testament, a laissé témoignage de la manière dont il avait développé son islam personnel, comme ça, directement. Mais l'exemple le plus tristement célèbre pour nous, c'est l'exemple de Koulibaly, d'Amédée Coulibaly, illustré par sa femme, par Boumedienne, expliquant que Koulibaly, dont l'arabe fait souvent rire ses concurrents salafistes, était un gars qui s'était mis à la religion par lui-même, qui se méfiait des imams, et qui s'était débrouillé, que c'était la preuve que comme ça, il était devenu un bon djihadiste. Cette religiosité d'accès direct prend à la fois l'allure d'un bricolage individuel, c'est la religion à consommer, la religion industrialisée, pas si éloignée du développement personnel, de ce qu'on appelle le quantified self, et d'un littéralisme, d'un fondamentalisme à tout craint, et elle ne respecte aucune des institutions de la connaissance et du livre. Cette forme de religiosité s'exprime dans toutes sortes de domaines, mais je veux indiquer ici, en insistant sur l'information, quelle dynamique joue en particulier du point de vue de la laïcité. Négationnisme, complotisme, explication délirante, refus de la science, refus de ses résultats, refus des faits les mieux établis. Vous connaissez ces dangers, ces risques, par exemple la réactivation récente du protocole des sages de Sion, ce faux historique. Il chemine autour d'une seule et même idée qu'on pourra appeler un pseudo-relativisme, un pseudo-pluralisme. Les groupes ou les communautés auraient leur vérité, chacun la leur, et ces vérités devraient être respectées, présentées en quelque sorte sur un rayon à égalité, comme dans un supermarché, par les organismes publics du savoir, de la culture. Et bien souvent, on n'hésite pas à dresser ici le modèle de la tolérance anglo-saxonne contre celui de la laïcité. La laïcité, elle reconnaît toutes les demandes individuelles, elle ne reconnaît pas les besoins des communautés de religion. Si la mission des bibliothèques publiques n'est pas de combattre telle ou telle religion, telle ou telle philosophie, en revanche, elle doit être un espace critique. Pour être précis, je dirais pas simplement un espace ouvert ou convivial, mais aussi un espace critique. C'est un processus itératif. La bibliothèque publique est bien a priori un tel espace critique de référence, mais c'est aussi, par exemple, à travers une bonne politique d'information, qu'elle se construit comme espace critique. Ce n'est pas une rente de situation, le fait d'être espace critique. Il faut faire des choses. Deux exemples numériques, on l'a beaucoup cité ce matin, et on sait l'importance qu'il a. Par exemple, quand on a un espace d'accès à Internet, voilà, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait. Mais un deuxième exemple, c'est la sensibilisation du public aux menaces qui pèsent sur la liberté d'écrire, de publier, de lire, même. Pensez à Salman Rushdie, à Kamel Daoud, qui a été cité ce matin, aux caricatures, aux journaux, au phénomène d'autocensure. Alors j'examine maintenant le deuxième point, qui est non pas laïcité publique, mais laïcité et collection. On a déjà parlé un petit peu au cours de la journée, et je commencerai par une anecdote. Quand il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à travailler sur Hugues de Saint-Victor, ce maître de lecture du XIIe siècle, et sur son livre Didascalicon, j'ai fait ce qui me pensait, que je trouvais normal. J'étais dans une grande librairie philosophique sur la place de la Sorbonne. Je dis bonjour. Je connaissais le vendeur du rayon philosophie médiévale. Je lui dis bonjour, je voudrais acheter le Didascalicon, Hugues de Saint-Victor. Le gars m'a regardé, il m'a dit mais c'est la théologie, allez à la procure. Pourtant, il avait les livres des étudiants de Saint-Victor, il avait des livres pour beaucoup de maîtres, enfin, des contemporains de Saint-Victor. Alors, cette anecdote elle est intéressante parce qu'elle manifeste une certaine croyance professionnelle à l'égard du classement. Si chez un libraire, on s'accroche chez un bibliothécaire. Il y aurait des livres qui relèveraient d'un classement du côté de telle ou telle religion, telle ou telle discipline, et ce classement serait binaire. Il ne pourrait pas figurer ailleurs dans un autre classement. Un livre de théologie ne pourrait figurer que dans une bibliothèque de théologie, dans un rayon de théologie, ce qu'on pourrait élargir aux livres de spiritualité, mystique, orthopraxie, etc. Je vais essayer de dire quels pourraient être les fondements d'une vision différente de l'articulation laïcité-bibliothèque pour les collections. Et au préalable, fixons la même limite que pour l'information, que signifie dans l'ordre des bibliothèques le principe que l'État ne reconnaît pas les cultes. Le plus simple, si j'ose dire, c'est la non-reconnaissance du lien religieux comme lien social nécessaire, comme lien de base de la société, qui est donc la non-reconnaissance des communautés religieuses comme acteurs politiques. Concrètement, les bibliothèques publiques n'ont pas à offrir aux croyants et pratiquants des différentes religions les ressources en livres et autres nécessaires à leurs différentes pratiques religieuses. Si cela se fait, c'est de l'ordre de la personne, de sa liberté
et non de l'ordre du service de la bibliothèque, de sa finalité. La distinction est extrêmement simple à faire. On n'a pas à avoir un service tourné vers les communautés religieuses, ce qui peut être le cas dans les pays anglo-saxons. Mais peut-on étendre cette non-reconnaissance des religions aux textes eux-mêmes, soit aux livres individuels, soit aux collections? La réponse de bon sens est apparemment non. Il n'y a aucune raison que les bibliothèques publiques ne proposent pas Augustin, Thomas d'Aquin, Pascal, Bossuet. De fait, elles les proposent. Les textes juifs, chrétiens, islamistes, bouddhistes ont toute leur place dans la bibliothèque publique. Pour autant, je ne crois pas que cela contrevienne au principe laïque de séparation et de non-reconnaissance. Ce qui n'est pas reconnu, ce ne sont pas les textes eux-mêmes, chaque texte, une telle collection de textes, c'est le regard que la religion, telle religion, porte sur ce texte. En passant dans l'espace public de la bibliothèque, par un phénomène qui est un phénomène de séparation, le livre quitte l'espace religieux, il cesse d'appartenir à l'espace religieux pour relever de l'espace de la bibliothèque publique. Cette séparation abstraite, intellectuelle, prolonge le processus de confiscation matérielle qui, depuis la Révolution, a permis de constituer notre patrimoine public. Confiscation des livres comme objet matériel, séparation du point de vue de la vision que l'on a sur les livres. Alors, il faut aussi répondre à une autre objection qui est importante et qui est la suivante. Est-ce que la mise à distance du livre, de son contexte ou d'un de ses contextes majeurs, religieux, n'entraîne pas pour l'étude et la recherche une perte majeure de sens et finalement une altération de la lecture de ce texte? Parce que si on sort de son contexte, c'est parce qu'on n'a pas un objet qui flotte comme ça et qui justement va aller vers ces attitudes de religiosité et d'accès direct. La réponse, nous n'avons pas à la chercher très loin. Elle est dans tous ces exemples, pour certains récents, de mise en place d'institutions, de procédures pour comprendre les religions sans y adhérer, enseignement du fait religieux, par exemple à l'Institut d'études du fait religieux. Ce qui est vrai pour le livre religieux unitaire est vrai pour l'épistémère religieuse, le sens de la collection pour un bibliothécaire. Si la référence, ce n'est pas la réforme grégorienne, c'est la Renaissance elle-même, avec l'application de la philologie aux textes religieux. Le même effort se poursuit aujourd'hui. Il faut donc, pour un bibliothécaire, construire à travers le choix des livres et le classement, une épistémologie critique de l'espace textuel religieux. Moyennant quoi, on peut, je crois, sans scandaliser, affirmer que la nature exceptionnelle de l'objet texte-livre ne conduit pas la bibliothèque publique à contredire ce principe de non-reconnaissance des cultes, y compris dans la collection. Mais il faut aller plus loin pour garantir ce principe, pas simplement de manière conditionnelle, mais aussi en pratique, et je vais introduire une notion qui me tient à cœur et qui est la culture de soi. La laïcité me semble être... qui est la secondarité de la culture. La laïcité me semble être le meilleur des éclairages pour donner tout son sens au principe de la secondarité de toute culture. Les cultures sont singulières, et cela ne signifie pas qu'elles détiennent en elles-mêmes, par un souci naïf d'identité, le principe premier de cette singularité. Elles ne s'opposent pas royalement, chaque culture, sur le socle naturel, de la nature et la culture de la nature, de la nature et la culture de la nature. Ça ne marche pas comme ça. Les cultures sont secondaires. Elles travaillent toujours un système de relations complexes avec d'autres cultures, antérieures, extérieures, primaires ou premières, par rapport à elles-mêmes. C'est Pierre Legendre qui a insisté sur cette notion de secondarité des cultures, étudiant en particulier la réactivation du droit romain par la culture chrétienne lors de la réforme grégorienne. Les travaux d'Alain de Libera, par exemple, sur le rôle des Arabes et des Juifs dans le retour des textes philosophiques et de savoir au XIIe siècle, va dans le même sens. Les bibliothèques publiques, à mon sens, devraient être, dans l'organisation même des collections, les lieux et les institutions conscientes de cette secondarité de la culture. Il me semble, je sors un petit peu du sujet dans une phrase, que la personne, chacun de nous, peut pratiquer cette recherche sur la secondarité de sa propre culture individuelle comme une technique de soi, comme un exercice de culture de soi. Mais en tout cas, la bibliothèque publique est une institution qui doit travailler consciemment sur sa propre secondarité culturelle. Quand il est vrai que la laïcité est menacée par la conjonction de l'illettrisme religieux et du fondamentalisme, du littéralisme. On a déjà fait référence aux attaques des bibliothèques
en 2005, et comment ne pas évoquer la bibliothèque de Tombouctou et ses manuscrits du XIe siècle attaqués par Boko Haram. Alors je viens maintenant au troisième point qui est la laïcité, les bibliothèques et la lecture. Comme vous voyez, initialement, j'avais mis en premier. Là, je finis par ça. Et là, je partirai par du livre de Proust sur la lecture, qui est la préface qu'il a donnée à une série de conférences de Ruskin qui s'appelle Sésame et l'hélice. La première conférence porte sur la lecture, la deuxième conférence porte sur les femmes. Proust a traité que le premier sujet, je dois reconnaître. Mais néanmoins, cette introduction est un texte très important et assez fameux sur la lecture. Que disait Ruskin? À un moment où se mettaient en place les bibliothèques de lecture publique en Angleterre, dont Jean-Pierre Saccoune rappelle qu'elles avaient été le modèle pour beaucoup de bibliothèques publiques. Eh bien, Ruskin soutenait ce mouvement de mise en place des bibliothèques de lecture publique et disait: voilà ce qui va combattre l'esprit de lucre, l'esprit d'intérêt, l'esprit d'utilitarisme mesquin au profit de la vie de l'esprit. A priori, tout le monde souscrit à un tel programme qui d'ailleurs est le programme de l'UNESCO. Je pense aussi assez souvent le programme des associations de bibliothécaires, mais Proust ne souscrit pas. Il dit non. La lecture, ça n'est pas l'entrée dans la vie de l'esprit. La lecture, c'est simplement l'activité qui prépare à l'entrée dans la vie de l'esprit. Et c'est simplement si on comprend cette fonction de préparation de l'activité de lecture, et si on l'oriente dans la perspective de cette vie de l'esprit, on va pouvoir faire autre chose qu'une lecture objective, une lecture de documentation, une lecture qui va chercher un contenu dans le texte qu'on va lire. Alors, cette conception de Proust de la lecture comme activité préparatoire a ses fondements dans toute une tradition classique occidentale. C'est Philon, c'est Sénèque, c'est Augustin, c'est Hugues de Saint-Victor. Chez Augustin, chez Saint-Augustin, c'est le triangle lectio, memoria, méditation. La lecture, par l'intermédiaire de la mémoire, prépare la méditation. C'est l'association de la lecture avec la réflexion. Pour autant que la lecture prépare la réflexion, c'est là qu'elle va trouver sa finalité. Et la véritable réflexion, ce n'est pas simplement une réflexion sur le texte lui-même, donc une lecture objective, c'est une réflexion sur le lecteur lui-même après la lecture. Donc c'est une lecture subjective. Et c'est ce triangle que met en place Augustin de lectio, méditation, mémoria. Et cette vision a été relancée dans la période récente, aussi bien par Pierre Hadot que par Michel Foucault, avec cette idée des techniques de soi. Dans le jargon propre à Michel Foucault, la lecture est une technique de soi. Mais Paul Ricoeur avait déjà dit, en reprenant une notion du Moyen-Âge, il avait opposé la lecture d'appropriation, et c'est par appropriation qu'il traitait un mot du Moyen-Âge que je voudrais vous transmettre, si vous ne le connaissez pas, qui était l'implication. Au Moyen-Âge, après qu'on ait lu, on peut faire deux choses. On peut faire l'explication. Si je fais l'explication, je déplie le texte que j'ai lu, et on peut faire l'implication, c'est-à-dire que quand je m'implique, je me regarde dans cette lecture et je prends conscience de ce que je suis après cette lecture. Alors, il ne faut pas tout mélanger, implication, lecture subjective, réflexivité, association, lecture, réflexion, mémoire, vie de l'esprit. Bon, tout ça est évidemment un peu plus compliqué, je vais un peu au galop. Néanmoins, il s'agit d'insister sur une certaine puissance de la lecture qui apporte au-delà de ce que Proust va appeler la lecture de documentation et d'information, et qui est l'objet d'une tradition occidentale. J'introduis cette notion de tradition pour souligner que cette lecture comme pratique ou technique est historiquement toujours reliée à une certaine doctrine. La lecture technique de soi de Philon, un philosophe juif, était étroitement reliée à la philosophie grecque et à la religion hébraïque. La lecture comme technique de soi de Sénèque, elle est étroitement reliée à la doctrine stoïcienne. La lecture comme technique de soi d'Augustin est fortement reliée au christianisme et ainsi de suite. Autrement dit, si j'emprunte le chemin de Ruskin et le chemin des congrès internationaux pour organiser des activités dans notre secteur, qui est celui d'un certain progressisme, les choses vont mieux. On apprend à lire, et puis comme on apprend à lire, on a les bibliothèques, et maintenant on a des difficultés. Par principe, j'aurais laissé derrière moi la doctrina, c'est-à-dire la croyance religieuse ou autre, et a fortiori le pouvoir de la religion à l'extérieur. Donc c'est tout bon d'un point de vue à nous.
comme laïque, de pouvoir les laisser à l'extérieur. Mais en même temps, j'aurais aussi laissé à l'extérieur la lecture comme technique de soi, la lecture comme préparant la vie de l'esprit. Et donc, d'une certaine manière, j'aurais concédé à la religion le monopole sur cette dimension de la vie de l'esprit. Et je crois qu'il y a une deuxième approche, et que c'est la deuxième approche qui est la véritable approche de la laïcité. La laïcité, donc séparation du pouvoir religieux du pouvoir public, du pouvoir politique, la République, s'effectue ici par une séparation entre la lecture comme pratique et technique de soi et la doctrine d'origine, quelle qu'elle soit. Il y a une autre séparation. Vous voyez, j'ai fait une chronique des différentes séparations que signifie la laïcité. La laïcité comme non-reconnaissance par l'État des cultes ne signifie pas interdiction ni limitation des lectures religieuses et de leurs espaces propres, mais l'institution d'un lieu commun où la lecture et la vie de l'esprit trouvent une même place pour tous. La bibliothèque publique est le lieu de cette délibération avec soi dont parlait le premier conférencier ce matin. La République intérieure suppose l'émancipation de la lecture comme technique de soi. Je vous remercie.